Comer. A alimentação foi, desde sempre, uma das principais preocupações da nossa espécie. Durante mais de 3 milhões de anos, os nossos antepassados caçadores-recoletores retiraram da natureza aquilo de que precisavam para se alimentar. Porém, há 10 mil anos, o aparecimento da agricultura e da pecuária vem transformar por completo o nosso modo de subsistência e provocar uma revolução que vai condicionar a nossa história. Abre-se então uma nova era para a humanidade, a era do Neolítico. Là, on a la domestication du feu et la domestication des céréales. On évolue quand même dans le temps. Ama bunun haricinde bakıldığında koyun, keçi, domuz evcilleştirilmiş olarak burada tüketildiğini biliyoruz. Ama bunun yanında at. Nos últimos 10 anos, novas escavações arqueológicas e os progressos nas técnicas de investigação e de análise permitiram desenvolver e apurar o conhecimento sobre os comportamentos dos nossos antepassados em matéria de alimentação. Avec nos méthodes, on arrive à voir les traces de lait qui sont dans des tessons qui ont des millénaires. Graças a estas pesquisas, os cientistas formularam novas hipóteses sobre as relações entre alimentação e evolução anatómica, cognitiva e social. Avec le néolithique, il y a un appauvrissement considérable de la richesse de l'alimentation. Quand on regarde les squelettes, on voit des signes d'anémie. L'alimentation, c'est quand même un des fondements de la biologie et des êtres vivants de façon générale. Il y a une énorme pression de sélection sur ce paramètre. Quais são as consequências deste novo modo de vida neolítico nascido no Crescente Fértil, uma zona encavalitada entre o Próximo e Médio Orientes, quando se difunde para o Ocidente e chega à Europa? Quais vão ser os novos alimentos consumidos? Quais os efeitos desta nova dieta alimentar sobre o nosso estado de saúde, sobre a demografia humana, sobre a organização social? E em que medida sublinham a capacidade de adaptação da nossa espécie? Esta investigação começa em Çatalhöyük, na Anatólia Central, um local emblemático desta revolução neolítica. Um dos elementos que caracteriza o Neolítico é o surgimento de zonas habitacionais densamente construídas, e Çatalhöyük é uma das mais antigas até hoje escavadas. A datação por carbono 14 de artefactos encontrados no sítio comprova uma ocupação sedentária a partir do fim do 8º milénio antes de Cristo. Alain Froment, médico, antropobiólogo e antigo conservador das coleções no Museu do Homem de Paris, vem inteirar-se sobre as últimas escavações realizadas no sítio. É aqui que se encontra com Ali Umut Turkan, o arqueólogo turco que supervisiona as investigações. So here clearly we see a wall with brick. It's a wall. We see plaster. Yes, the plastered wall. And then you see the big hole of the beam, big beam. When they needed a new house, they demolished the upper half of the house. They fill the rubble and then make a new level out. Çatalhöyük, İngiliz arkeologlar James Mallard, David French ve Alan Hall tarafından 1958'de yaptıkları yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş. 14 hektar bu bilinen Orta Doğu'da ve olasılıkla Güneydoğu Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük Neolitik dönem höyüğü.
Le néolithique, c'est plusieurs composantes. C'est la domestication des plantes, des animaux, c'est la sédentarisation, c'est la fabrique de poterie, c'est un outillage qui change, la pierre polie. La transition néolithique s'est faite progressivement, pas au même rythme, mais pas tout à fait à la même époque selon les continents. C'est la première fois dans l'humanité que ça arrive. Evcilleştirmenin en erken aşamalardan itibaren olduğunu biliyoruz. Ama bunun haricinde bakıldığında koyun, keçi, domuz evcilleştirilmiş olarak burada tüketildiğini, ama bunun yanında at, olasılıkla yağlarıyla beraber diyetlerinde önemli bir yer olduğunu görüyoruz. Yalnız şunu biliyoruz, diyetlerinde, özellikle protein diyetlerinde en çok koyun, keçinin olduğunu görüyoruz. Ama esas Çatalhöyük'te dikkat çeken şey, bu kadar uzun bir yerleşmede evcilleştirmenin buğday tahıllar üzerinden, ki bunların evcilleşmiş bütün formlarını görebiliyoruz. İşte özellikle başta emmer olmak üzere Ainkol örneklerini de görüyoruz. Bununla beraber burçak, yulaf gibi diğer tahıl ürünleriyle beraber baklagiller var. İşte nohut, mercimek, bezelyenin de çok yoğun olarak tüketildiğine. Au néolithique, on va avoir une restriction à des choses qui sont beaucoup plus rentables en termes de calories, en termes de facilité d'accès, de production. L'agriculture, ça vous permet non seulement de consommer ce qui est disponible, mais de fabriquer des nouveaux champs. Mais si vous prenez une prairie et que là, vous semez du blé là où il n'y en avait pas, eh bien, c'est ça l'agriculture. C'est le geste de fabriquer de la ressource, même là où il n'y en avait pas. Et puis, c'est bien sûr la multiplication de la ressource. Par exemple, si je plante un grain de maïs, je récolte un épi de maïs, donc peut-être 200 grains. Donc, j'ai multiplié par 200 ma capacité de production. Au néolithique, le changement de nourriture va se concentrer donc vers des super aliments, super céréales, etc. On n'est plus limité par la capacité de portage de l'environnement naturel. On est en train de fabriquer son propre environnement. This area is our new area. We excavated last year. And so, in your opinion, this is a street, so it's an urban structure. Yeah, the urban structures, and there is another quarter here. Zaten. And here we are in the upper levels, the most Upper recent. levels of this mount. 16 tabaka ve 7000 milattan önce 7200'den başlayarak 5950'de biten yaklaşık 1200 senelik bir süreç var burada. Ki bu rakam o dönem için çok yüksek bir rakam ve diğer yerleşmelerde göremeyeceğiniz bir rakam. São dois os fenómenos que contribuem para este aumento populacional: a sedentarização e o melhor acesso aos recursos alimentares. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont stables, donc font peu d'enfants. Soit parce qu'il y a une forte mortalité infantile, soit tout simplement parce qu'eux-mêmes régulent leur natalité en espaçant les naissances et en prolongeant l'allaitement. À partir du moment où les gens se posent, ils peuvent augmenter leur fécondité. Os cientistas calculam que a população mundial no período neolítico aumentou 25 vezes em menos de 5.000 anos e terá atingido só na Europa os 2 milhões de pessoas, 4.000 anos antes de Cristo. Embora as escavações arqueológicas permitam identificar os alimentos consumidos por esta população do Neolítico, determinar de que modo eram preparados é bastante mais complicado. No entanto, conhecer as técnicas utilizadas na cozinha permite compreender melhor o modo de vida dos nossos antepassados. Este estudo é a especialidade de Anne Fluest, antiga conservadora do Museu de Bibracte. Anne tenta reconstituir receitas do passado a partir dos resultados de descobertas arqueológicas, mas também através de experimentação que ela própria realiza. Allez, je teste ce beau silex que tu m'as ramené tout blond, de Pressigny, je crois. Ça coupe bien, hein?
J'en reviens pas. Découper, préparer les aliments, ça se fait au couteau, alors en silex, mais va s'en rajouter la céramique, qui est quand même la grande invention géniale du néolithique, puisqu'on a la première matière artificielle qui est remarquable, puisqu'avec de l'argile, de l'eau et du feu, on va pouvoir faire un récipient qui résiste au feu et qui est étanche, d'où la cuisine bouillie. Cuire à l'eau, que ce soit au néolithique, que ce soit aujourd'hui, la viande, elle se comporte pareil. Donc je vais le laisser cuire plusieurs heures, minimum 3 heures, parce que quelle que soit l'époque, la viande, il faut le même temps pour que le collagène se décompose et que la viande ne soit pas dure. Puis avec le bouilli, on va avoir les mélanges aussi, la cuisine mélangée, avec ce mélange de légumes et de viande, ce mélange de liquide et de solide. Tout ça, on ne l'avait pas au paléolithique, on n'a que le grillé. Je pense que ces associations changent énormément les apports nutritifs et puis la façon de vivre aussi. A arqueologia experimental permite redescobrir os gestos, os métodos de preparação e reencontrar sabores. Elementos que podem ter influenciado as escolhas dos homens do Neolítico, já que privilegiaram alguns alimentos em relação a outros. Mas esta mudança de modo de vida e de alimentação é característica de uma população específica que terá migrado ou ter-se-á propagado de grupos humanos para grupos humanos por aculturação? Na Universidade de Viena, Ron Pignasi imaginou uma forma de responder a esta pergunta. Decidiu comparar o ADN das populações neolíticas da Europa e do Próximo e Médio Orientes com o daquelas que precederam esta revolução. O primeiro desafio a superar era recolher amostras de ADN de boa qualidade em esqueletos provenientes de toda essa zona geográfica, ao longo de um período temporal desde o 11º milénio ao 5º milénio a.C. My experiment with our team together to find the best place where there was most DNA preserved led us to experiment with one of the densest bones, or the densest bone in the human body, which is the petrous bone, which is inside here. It's inside the, inside the ear, in the inner ear. It was really like 100 times better DNA. And then with very tiny sandblast allows cleaning and removal. We are left with what's called the cochlea, which is the inner ear part. It grinds it into powder, it pulverizes the piece. A análise de várias centenas destas amostras permitiu formar uma base de dados a partir da qual a equipa de Ron Pignasi inventariou o ADN das populações neolíticas no espaço e no tempo. Compararam também o ADN destas populações com o ADN das populações de caçadores-recoletores presentes nas mesmas zonas geográficas antes do surgimento do Neolítico. One scenario that we find quite often in ancient DNA is that you have some population, let's say hunter-gatherers, and then you have a new population, let's say farmers, and you find that the new population has completely replaced the old population. Now, we don't know how this replacement happened. It could have been violent, it could have been that the hunter-gatherers went away. But we see no genetic mixing or admixture between these two populations. These people went into Southeast Europe and brought agriculture with them. We see genetically it's the same people. There was more than one wave. There was at least a wave through the Mediterranean and a wave through the Danubian corridor. Todas as populações neolíticas na Europa e no Próximo e Médio Orientes teriam assim uma origem genética comum. Os primeiros pastores-agricultores apareceram na região do Crescente Fértil e daí migraram progressivamente para o Ocidente. Pouco a pouco foram tomando o lugar das populações locais, criando as suas colónias, trazendo consigo o seu modo de vida, o seu gado, as suas sementes de cereais, as suas técnicas de pecuária e agricultura e a sua alimentação.
que uma mudança tão radical da dieta alimentar e do modo de vida destas populações de pastores-agricultores também teve impacto na sua fisiologia? Existirão diferenças anatómicas entre os caçadores-recoletores do Paleolítico e os pastores-agricultores do Neolítico? Esta é uma das questões que também suscitou o interesse de Alain Froment. Ici, nous sommes donc dans les réserves du Musée de l'Homme. Nous y conservons des milliers d'ossements, notamment de l'époque néolithique. Et ici, c'est un fémur. Et ce fémur va nous renseigner sur un élément important de la santé, qui est la stature. C'est donc un excellent marqueur, puisqu'on sait que la taille est fonction bien sûr de la génétique, mais également des conditions dans lesquelles l'individu a grandi. Ça nous renseigne non seulement sur l'âge de la personne, sur son régime alimentaire, mais également sur les maladies qu'elle a pu traverser. Est-ce que vous avez un autre radius entier? Oui, celui-ci est complet aussi. Parfait. Ici, c'est un individu du Paléolithique, c'est un chasseur-cueilleur. Ici, cet os-là provient d'un site néolithique. On voit bien ici, entre ces deux os, la différence de robustesse. Donc, devant celui-ci correspond un individu assez râblé, assez trapu, assez musculeux. On voit bien les insertions tendineuses qui ont bien modelé la surface osseuse. Et celui-ci qui est beaucoup plus gracile et qui a une activité musculaire visiblement moins forte. Donc, quand on regarde des centaines de squelettes, qu'ils soient du Paléolithique ou du Néolithique, on peut voir des tendances se dégager. Par exemple, au Paléolithique supérieur, où les gens sont mobiles ou sont chasseurs, ce sont de véritables athlètes. Ils sont assez robustes, ils sont grands de taille, ils ont un régime alimentaire riche et diversifié. Au Néolithique, on voit donc d'abord un abaissement de la stature qui est lié d'une part à des différences de régime alimentaire, à un régime beaucoup plus stéréotypé qui est basé en général sur une seule céréale, et des activités qui sont beaucoup moins athlétiques, qui sont des activités d'agricole et de fermier, donc quelque chose de certainement moins intense, mais plus répétitif. On peut analyser également les empreintes que l'activité musculaire donc imprime sur les os. Alors ici, je recherche des traces de lésions de type arthrose, puisqu'évidemment le fémur, ça supporte le poids du corps. Au Néolithique, l'activité musculaire change. Évidemment, la pratique agricole n'est pas celle d'un chasseur-cueilleur mobile. Donc on a des gestes plus stéréotypés. Et puis, chez les femmes, visiblement, des lésions au niveau des genoux et des chevilles qui correspondent à la position accroupie de celle qui doit écraser du grain sur une meule. Donc ça donne un certain nombre d'impressions sur les os longs, sur les facettes articulaires, par lesquelles on peut donc déduire un petit peu non seulement les postures, mais également l'intensité de ces postures et donc leurs conséquences sur la biologie du squelette. Em Çatalhöyük, os investigadores têm acesso a um material arqueológico excepcional. Foi possível exumar numerosos esqueletos porque os habitantes enterravam os seus mortos em covas por baixo do chão das suas casas. So these are the original gates also? Bugüne kadarki yapılan kazılarda 1960'lardan 2017'ye kadar yaklaşık son yayında 815 Neolitik dönem bireyin bulunduğumuz kazılarda ise yaklaşık 15 tane daha eklediğimizde 830 bireyin olduğunu biliyorum. Bu çok büyük bir sayı.
Através do estudo destas ossadas, Alain Faumont pôde registar outros indícios de uma degradação da saúde dos habitantes, diretamente ligados à nova dieta alimentar do Neolítico. Porque, embora a agricultura permita satisfazer as necessidades essenciais, uma alimentação menos diversificada ocasiona determinadas carências. On voit des signes d'anémie. Et là, bien sûr, les anthropologues se sont demandé ce qui avait pu se passer. On pense à des carences. Le régime de l'agriculteur est plutôt pauvre en protéines et plus riche en glucides, donc un appauvrissement du point de vue des apports en vitamines et aussi éventuellement en oligoéléments. Je suis en train d'examiner la denture d'une jeune femme néolithique. De même qu'un os peut raconter la vie de quelqu'un, eh bien une dent ou un ensemble de dents peut raconter comment cette personne a vécu. Et si la personne qui est en train de maturer cette dent vit des conditions difficiles, vit un épisode de stress, famine ou infection grave, eh bien c'est un peu comme le cerne de croissance d'un arbre, ça va imprimer une marque sur cette dent. Et ici, on voit donc une incisive un peu atteinte, 2 prémolaires bien atteintes, et ensuite la canine également atteinte. Et puis les carences en fer également génèrent des anémies et on voit sur le crâne ou sur le toit des orbites des micro-perforations qui ont été mises en relation avec cette carence en fer. C'est assez net, enfin on a des critères qui nous disent là effectivement les gens sont mal portants et donc tout ça explique une croissance retardée et une plus petite stature. Quand on regarde l'état général de la santé, on remarque des traces d'infection buccale et de perte de dents. Donc souvent, au néolithique, il y a dans la farine des petits grains de silice de la meule qui a servi à écraser le grain. Et donc ça, c'est très abrasif pour les dents. Donc ça les aplatit comme ça fait une table presque plate. Donc ici, on voit sur la canine et sur la première prémolaire, on voit déjà des caries naissantes au collet. C'est aussi une porte d'entrée pour les infections, puisque les microbes de la bouche peuvent entrer et même se répandre dans le sang, faire des septicémies. Donc l'hygiène buccale, c'est quelque chose de capital dans la santé des individus. Au néolithique, donc avec surtout cet apport de glucides et de mastication différente, on voit que globalement la santé bucco-dentaire se dégrade. Se o desenvolvimento da agricultura e da pecuária produz uma melhoria das condições de vida da humanidade, a mudança de dieta alimentar pode, por outro lado, ter efeitos prejudiciais no desenvolvimento dos indivíduos no seu estado de saúde. E o problema não é apenas este, porque a agricultura e a pecuária implicam para os habitantes do Neolítico um contacto cotidiano com os animais domésticos. Falamos dos rebanhos, obviamente, das ovelhas e das cabras, mas também de todas as espécies atraídas pelo armazenamento de alimento, como por exemplo os roedores ou outros domesticados como os cães e os gatos. E quais são as consequências desta nova promiscuidade entre homens e animais sobre a saúde humana? Uma promiscuidade que é representada em alguns frescos que foram reconstituídos em Çatalhöyük. Les animaux sauvages sont des réservoirs de virus et de bactéries énormes depuis toujours. Au niveau du néolithique, on partage sa vie avec les animaux. Ils sont dans la maison, le contact est beaucoup plus étroit et là on observe certainement, à cause de l'augmentation de population, un schéma d'infection assez différent. Alors je pourrais par exemple prendre l'exemple de la rougeole, justement parce qu'il n'est pas étranger à ce site-ci. La rougeole, au départ, la forme sauvage en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la peste bovine. Et ce virus de la peste bovine a généré le virus de la rougeole humaine. On pense que c'est vers le néolithique où il y a ce contact, on voit dans les peintures, ce contact avec les oraux et les bovidés sauvages, il y a eu ce passage à l'homme. Et donc, à cause de cet effectif de population qui n'a rien à voir avec celui du paléolithique, les virus ont le temps d'aller infecter des nouvelles personnes et le virus se maintient dans la population. Donc le schéma infectieux épidémique du néolithique est radicalement différent de celui du paléolithique. A ovelha transmite o carbúnculo, o porco e a galinha a gripe.
o cão, a raiva, o cavalo, o tétano. No Neolítico disseminam-se a tuberculose, a varíola, o paludismo, a peste, a lepra, a sífilis. São mais de 180 as doenças que aparecem com a agricultura e a pecuária. Porém, apesar das carências e das novas doenças, a expansão demográfica humana prosseguiu no Neolítico. Será que os organismos se adaptaram a estas novas ameaças? Em Paris, Céline Bon, paleogeneticista no Museu Nacional de História Natural, estudou as mutações mais importantes que surgem no nosso genoma no período néolítico. Le principe de la paléogénétique, c'est d'étudier l'ADN, mais d'individus, d'humains en ce qui me concerne, qui vivaient il y a longtemps. Et donc on va retrouver de l'ADN qui est dégradé. Et à partir de ce matériel génétique, on va pouvoir reconstituer différents phénomènes, donc les phénomènes de mouvement de population, migration, métissage, etc. Les phénomènes d'adaptation à un nouvel environnement, en voyant comment certains variants génétiques ont évolué en fréquence dans le temps. L'alimentation, c'est quand même un des fondements de la biologie des êtres vivants de façon générale. Donc on peut imaginer qu'il y a une énorme pression de sélection sur ce paramètre. Les changements dans l'alimentation vont changer les environnements dans lesquels les gens se situent et donc conduire à des nouvelles pressions de sélection et donc à la sélection de nouveaux variants génétiques. O meio ambiente e o modo de vida dos indivíduos têm impacto no genoma das populações, provocando e selecionando mutações genéticas ou favorecendo a manifestação de certos genes, até aí silenciosos. Surgem assim as variantes généticas. Donc ça, nous, on va en voir la trace dans l'alimentation. Le premier changement, c'est l'apparition en très grande fréquence, là tout de suite, d'un variant qui est associé à une couleur de peau claire. Les populations avaient plutôt une couleur de peau foncée. Et à partir du néolithique, changement radical, on voit quasiment 100% de la population qui a le variant associé à une couleur de peau claire. On a une explication qui peut être une explication d'adaptation à l'alimentation néolithique associée à cette couleur de peau. L'alimentation des chasseurs-cueilleurs, elle était relativement variée, elle était plus riche en protéines d'origine animale, et donc elle était plus riche en vitamine D. À partir du néolithique, on se met à avoir une alimentation qui est moins variée, qui est beaucoup plus riche en amidon, donc moins riche en vitamines et moins riche en nutriments de façon générale. A vitamina D, indispensável ao corpo humano, pode ser sintetizada pelo nosso corpo quando é exposto à luz do sol. Ora, uma pele clara aumenta essa capacidade de produção relativamente a uma pele escura. Assim sendo, para compensar a carência de vitamina D, associada a uma alimentação com base na agricultura e na pecuária, a cor da pele das primeiras populações neolíticas no Crescente Fértil, que era escura, vai aclarar. Donc on peut imaginer que à partir du moment où les populations du néolithique n'avaient plus cette présence de vitamine D liée à l'alimentation, on a eu toute une pression de sélection qui s'est activée pour sélectionner les individus qui avaient la couleur de peau plus claire et donc qui synthétisaient plus facilement de la vitamine D. Foi essa população de pele clara que deixou o Crescente Fértil em direção à Europa. Porém, esta mudança de cor da pele não é a única transformação fenotípica ligada à alimentação que ocorre no Neolítico. Há uma outra mudança significativa ligada ao aparecimento de um novo alimento, o leite. À partir du moment où on domestique des animaux, où on les élève, on peut prélever leur lait, on peut le consommer. Mas para digerir o leite, o organismo dos mamíferos utiliza uma enzima, a lactase, que transforma a lactose em glucose. A produção desta enzima cessa normalmente após o desmame. Or, ce qu'on voit chez les Européens, c'est à partir du néolithique, une pression de sélection sur un variant qui permet de digérer le lait à l'âge adulte, donc de continuer d'exprimer la lactase au rebours de ce qui est commun chez les mammifères. And I would normally
Com o passar dos anos, surge então uma população capaz de digerir o leite. A que velocidade foi este novo alimento adotado pelas populações do Neolítico? E a que velocidade o seu genoma se transformou? Melanie Roffé-Salk, química no Centro de Investigação da Universidade de Bristol, procura estas respostas em peças de cerâmica do Neolítico encontradas nos sítios já escavados. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, être capable de digérer le lait ou ne pas digérer peut être une question de vie ou de mort en fait. Ces poteries, c'est vraiment c'est la casserole du passé en fait. Lorsqu'on cuisine dans des céramiques qui sont poreuses, on se retrouve avec les gras et les lipides en fait, qui pénètrent à l'intérieur des pores de la poterie. On prend ces tessons qui ont plusieurs milliers d'années et on arrive à savoir ce qui a été préparé dans ces poteries archéologiques. Avec nos méthodes, on arrive à voir les traces de lait qui sont dans des tessons qui ont des millénaires, qui ont même jusqu'à 10 000 ans. Donc c'est quand même assez fort. On va enlever la surface superficielle de la poterie afin d'être sûr que les lipides qu'on va analyser sont celles qui sont à l'intérieur du tesson et non pas des contaminations extérieures. On va prélever environ 2 ou 3 grammes qui va être ensuite réduit en poudre. Charlie est en train de mettre du solvant dans le tesson qu'on vient de broyer. Et ensuite, on va mélanger avec un vortex. C'est cette couche qu'on va ensuite analyser. À chaque fois qu'il y a un composé, il y a un petit pic. On peut faire la distinction entre les graisses de ruminants et les graisses de non-ruminants. Et on arrive à faire la distinction aussi entre les laits et les viandes. Ao detectar a presença de leite nos vasos cerâmicos encontrados nos sítios neolíticos, a equipa de Melanie pôde identificar quais são as populações que consomem este alimento, onde vivem e em que período. Estes resultados, cruzados com o estudo das mutações do nosso genoma no Neolítico, permitem estabelecer um mapa geográfico e temporal da difusão da persistência da lactase. Typiquement pour la persistance de la lactase, qui est la pression de sélection la plus forte qu'on voit dans le génome humain aujourd'hui. Quelques milliers d'années ont suffi dans certaines régions pour avoir cette fixation. Cette mutation, elle est surtout présente dans les populations du nord de l'Europe, donc populations qu'on va retrouver dans les îles britanniques, Allemagne, Scandinavie. Moins fréquente dans les populations méditerranéennes. Entre a domesticação dos animais e a adaptação do nosso metabolismo ao consumo do seu leite, decorreram apenas 2, 3 mil anos. Hoje em dia, os cientistas continuam sem saber por que razão essa mutação está muito presente em certas populações europeias e pouco presente em outras. Tiveram também a surpresa de descobrir que certas populações na mesma época consumiam produtos lácteos sem serem portadores da mutação. Ce tesson a été découvert sur un site en Pologne, à Ludwinowo. Il date du néolithique, donc il a à peu près 7000 ans. Ce tesson a été décoré par pincement, en fait, donc on voit clairement la trace, l'empreinte de la personne qui a fait la poterie, donc il y a 7000 ans. C'est très émouvant, ouais.
On a analysé sur des sites des tessons de poterie qui étaient perforés et qui ressemblent étrangement à des faisselles modernes. Et donc, on a pu dire que ces poteries avaient été utilisées pour faire du fromage. E fazer queijo é a prova de outra inovação que surge no Neolítico no seio destas populações: a transformação dos alimentos. On a inventé des méthodes pour réduire le taux de lactose dans le lait. Par fermentation, en fait, le lactose disparaît en fabriquant des produits laitiers, comme par exemple le fromage ou le yaourt. Por um lado, no Neolítico, o genoma da humanidade evolui para se adaptar a uma nova dieta alimentar. E por outro, o homem consegue contornar certas limitações impostas pela sua própria fisiologia, transformando os alimentos. Aperfeiçoa técnicas de transformação e de preparação culinária que tornam os alimentos mais digeríveis e maximizam as suas qualidades nutritivas. Moudre de l'orge. Há um outro alimento cozinhado, neste caso, proveniente da transformação dos cereais que aparece no Neolítico. Enérgico, mas também prático, por ser fácil fabricá-lo e conservá-lo. O pão de cereais vai impor-se como alimento básico para alimentar as populações. Ça va faire un pain complet. Hein? Très complet. Ah oui, ça. En fait, le blé et le lait, déjà, c'est deux super aliments. Le blé, il a du sucre, il a des protéines, il a des vitamines, et quand il est préparé, il peut en perdre un petit peu. Mais par exemple, la farine néolithique, elle a une farine complète. On va mettre ça à lever, tranquille, au chaud. Estas novas preparações alimentares têm todas elas uma característica comum: tornam os alimentos mais moles, menos difíceis de mastigar. Esta particularidade vai também ela ter consequências extraordinárias para a humanidade. Dan Dediu, foneticista no laboratório da Universidade de Barcelona, participou na demonstração de uma das mais espetaculares e fascinantes dessas consequências. On pensait que les langues d'aujourd'hui sont plus ou moins similaires qu'avec les langues du passé. Mais dans les années 80, Charles Crockett, qui était déjà un des plus importants linguistes, il a proposé cette idée que les langues qui sont parlées par des populations qui pratiquent l'agriculture et les langues qui sont parlées par d'autres populations qui ne pratiquent pas l'agriculture n'ont pas exactement le même type de phonème qu'ils utilisent. Et plus explicitement que les labiodentaux, donc le son qu'on fait V. F. F. V. V. Les sons comme le FV sont bien plus fréquents dans les langues des populations qui pratiquent l'agriculture. Na origem desta hipótese está uma constatação anatómica. No Neolítico, a configuração da maxila humana modifica-se. Antes do aparecimento da agricultura e da pecuária, os maxilares superior e inferior das crianças estavam ligeiramente desalinhados e alinhavam-se na idade adulta para permitir uma trituração otimizada dos alimentos duros. Ici, on a une série d'images qui capturent vraiment le changement dans le temps du type de mâchoire qu'on parle ici. Le premier ici, ça c'est un crâne qui est paléolithique où on voit très bien le fait que c'est un edge-to-edge bite. Le deuxième ici, ça vient du mésolithique et on voit aussi l'érosion dentaire et le edge-to-edge bite. Par contre, celui-ci,
Ça, c'est quelqu'un qui vient de l'âge du bronze, donc après l'introduction de l'agriculture. Et ici, c'est très clair que les dents sont comme ça, comme chez moi, par exemple. No Neolítico, com uma alimentação mais mole, o realinhamento dos maxilares vai progressivamente deixando de ocorrer. Os maxilares superior e inferior permanecem, a partir daí, ligeiramente desalinhados. Ora, os maxilares participam na produção dos sons da linguagem, dos fonemas, tal como a língua, os lábios, o nariz e, obviamente, as cordas vocais. Dan Didiu, com a ajuda do antropólogo Scott Moisic, tentou medir o impacto desta modificação da maxila e quantificar o esforço muscular necessário para produzir determinados sons. Dans la production des sons labiodentaux, comme le F et le V, ce qu'on doit faire, c'est vraiment avoir presque un contact entre la lèvre inférieure et les dents supérieures pour produire le F, V. Et ça, c'est plus facile si on est comme ça, donc si on a les dents inférieures un peu en dehors des dents supérieures, que si on est comme ça. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment de réaliser une simulation sur l'ordinateur, une simulation qu'on appelle biomécanique. Et l'avantage de cette simulation biomécanique est qu'on peut mesurer toutes les forces de tous les muscles qui sont impliqués dans la production de ces sons. C'est le edge-to-edge bite, donc c'est la situation comme ça. Et on voit la production d'un son dans le labiodental. Le modèle montre que l'effort musculaire nécessaire pour produire un F ou un V quand on est comme ça est plus important que si on est comme ça. F, V. Os linguistas determinaram que numa língua, quanto mais esforço exigir um som, menos presente está nessa mesma língua. V. A mudança de alimentação no Neolítico, ao ter feito evoluir a maxila, teria, portanto, feito evoluir a língua. We are in Spain. We will probably not see the Sagrada Familia. Esta mañana he comido fruta fresca en trozos. Ce matin au petit déjeuner, j'ai pris des œufs, du bacon. Para confirmar esta hipótese, a equipa que trabalha com Dan Didiu procedeu a uma avaliação estatística comparando a frequência destes fonemas F e V nas línguas dos últimos povos de caçadores-recoletores ainda hoje existentes. Recuaram também na história das línguas para tentarem determinar em que momento esses sons apareceram. Mais ce que c'est très important de voir, c'est qu'à l'origine, il y a 8000 ans, la probabilité d'avoir des labiodentaux, elle est très petite, mais après, ça va devenir de plus en plus important et on peut corréler ces moments de changement avec la production de nourriture qui est plus facile à mâcher. Donc, l'introduction de l'agriculture. F, V, F, F, V, F, F, V, V, F. O cruzamento dos resultados destes estudos realizados em todo o mundo permite hoje afirmar que houve uma evolução da linguagem ligada à evolução da dieta alimentar, com o aparecimento da agricultura e da pecuária. Mas para lá do impacto na nossa anatomia e das suas consequências na nossa linguagem, até que ponto o aparecimento da agricultura e da pecuária nos transformou? Produzir alimentos em quantidade e de fácil armazenamento tem também, em certos casos, consequências na organização social. Na Bulgária, nas margens do Mar Negro, há um sítio arqueológico que comprova ter havido profundas modificações nesse domínio. Nous sommes actuellement précisément sur le site d'une nécropole dite de Varna, qui a été fouillée, dont les premières fouilles ont eu lieu à partir de 1972, qui aujourd'hui, les fouilles ont été reprises l'année dernière. Et on se trouve ici, au milieu du 5e millénaire, au Chalcolithique, entre à peu près 4005 et 4300, pour faire simple. Laurence Manolakakis, arqueóloga francesa, participa no estudo deste sítio desde a sua descoberta, juntamente com a equipa búlgara, hoje dirigida por Vladimir Slashek.
And this one also. Yeah. Dans l'histoire de l'humanité, le courant fort qu'on voit, c'est que avec la néolithisation, l'agriculture, la sédentarisation, au bout d'un moment, l'agriculture permet de stocker. Et donc très vite, la possibilité de stocker du surplus. Dans beaucoup d'endroits, en tout cas en Europe, au bout de 800 ans, 1000 ans de néolithique, de vie néolithique, on voit émerger des activités de spécialistes, d'artisans. Os excedentes e a armazenagem permitem de facto, a partir do Neolítico, que apareçam na comunidade indivíduos que dedicam o seu tempo a outra coisa que não a agricultura, como os soldados ou os artesãos. This is the place you show me for the grave, the cutted grave. This one. Ah, this one. This okay. one here. This one here, and there are the. Two. Yeah. Okay. This is grave 310, 308, 309, and 311. For now, we have 311 graves already excavated. The grave number 307, there are a vessel with a couple of stones, and then we have a group of bones. Between them, under this skull, here in this vessel, we found a copper awl with on her neck a small necklace made of. Oh, c'est mignon comme tout. Chaque objet a été choisi pour être déposé avec le défunt dans sa tombe. Donc c'est forcément trié par la société qui a inhumé le défunt, avec les valeurs de cette société que nous essayons de décrypter. Ça colle. Laurence Manolakakis é especialista em pedras polidas do Neolítico. C'est des micro-esquillements là, on a de ce bord-là. Em particular de certas lâminas de sílex, estranhas e únicas. Estas só foram encontradas em ocasiões muito raras, entre o mobiliário fúnebre das 311 sepulturas da necrópole. E constituem uma prova espetacular dessa diferenciação de tarefas. J'ai une merveille. C'est une lame en silex. Un silex, et c'est la plus longue lame connue dans ce secteur des Balkans sud-orientaux, puisqu'elle fait 42 cm et demi de long, en étant, comme on voit, d'une épaisseur quasiment constante sur toute la longueur, d'une grande finesse malgré sa longueur, et ça veut dire un très haut savoir-faire. Un temps d'apprentissage très long. Ça veut dire également une spécialisation au-delà de juste je sais faire quelque chose très bien. Ça va avec ce qu'on sait d'apparition d'artisans. Uma das sepulturas encontradas na primeira campanha de escavações encerrava inclusive um tesouro completamente inédito para esse período da humanidade. Um tesouro que só pôde existir graças a esses artesãos especializados, desligados das tarefas agrícolas. The most important artifact is the scepter. This betelgeuse, which handle was linked with gold, with golden tubes and golden rings. The necklaces made of golden beads are also very important, but only in this grave we found bracelets made of beads, made of not only clear copper, clear gold,
but of the alloy between gold and silver, which is a natural one. E o aparecimento no Neolítico deste novo modo de subsistência, desta nova dieta alimentar, terá contribuído para modificar para sempre a nossa humanidade, a nossa anatomia, a nossa maneira de pensar, de falar, o nosso artesanato. Os novos objetos, como as longas lâminas de sílex de Varna, as peças em cerâmica ou as joias em ouro, produzidos pelos artesãos, são os precursores das inovações e produções proto-industriais que anunciarão a próxima etapa da humanidade. A Idade do Bronze e o aparecimento das primeiras grandes civilizações. E, por sua vez, estas inovações estarão na origem de outras no campo da alimentação. Seleção de variedades de plantas para melhorar as qualidades nutritivas e gustativas dos frutos e dos legumes. Invenção das marinadas para a conservação do vinho como bebida. Inovações estas que contribuirão também elas para sermos aquilo que somos hoje.